Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième webinaire de notre série consacrée à la gestion de l'environnement de travail dans ce nouveau contexte Covid et post-Covid. Et cette session-ci est dédiée aux données décisives pour gérer, gouverner l'environnement de travail dans cette nouvelle réalité très changeante, très fluctuante. Je serai accompagné dans cette, on peut aller au slide suivant. Je serai accompagné dans cette session pour vous informer par Simon Gautry et Michael Kay. Simon dirige notre practice technologique à Bruxelles. Il est néanmoins un grand adepte du télétravail puisqu'il est basé à Toulouse. Et Michael est Workplace Data Expert chez Aremis à Bruxelles. Alors nous avons aussi Sacha Renvoire qui est à la manœuvre pour veiller au bon fonctionnement de ce webinaire. Et on va passer au slide suivant. Pour des raisons pratiques, nous avons désactivé micro et caméra. Et donc vos langages corporels vont nous manquer cruellement. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos questions en cliquant sur le petit phylactère avec un point d'interrogation. C'est là que vos questions seront centralisées et que nous pourrons les traiter en fin de webinaire. Alors en introduction, je voudrais partager avec vous cette étude de KPMG. Elle a été réalisée en juillet et en août de cette année auprès de 350 patrons de grandes entreprises basées dans les plus grands centres économiques du monde. Et cette enquête est particulièrement percutante par la proportion de CEO qui sont convaincus par un changement contre lequel ils étaient aussi assez unanimes avant qu'il ne se produise, en particulier le télétravail. Et donc, c'est très intéressant de constater que 68% d'entre eux considèrent que leur communication avec leurs équipes se sont améliorées pendant la crise, ce qui veut dire que la distance physique n'est plus considérée comme un frein. 2 tiers d'entre eux affirment qu'ils vont réduire les surfaces de bureau. Ça, c'est une tendance extrêmement claire et très impactante, non seulement pour notre vie de gestionnaire de l'environnement de travail, mais aussi pour l'organisation urbanistique des villes notamment. 73 ou 73% considèrent que le fait de travailler à distance est une opportunité pour élargir leur bassin d'accès aux talents. Et les 3/4, plus des 3/4, vont bien entendu étendre et continuer leurs efforts pour digitaliser leurs outils de collaboration et de communication. Et donc, en fait, et ceci, ça ne concerne pas uniquement les entreprises privées, comme pourrait le laisser penser cette étude KPMG. On voit exactement les mêmes genres de dispositions de la part des administrations et des autorités publiques. Donc, c'est un réel mouvement de fond. En fait, ce qu'on constate, c'est que ce qui était marginal est devenu général. Et on a un changement complet de la relation au travail qui est en train de s'installer. On est dans un nouveau paradigme. Pour autant, on sait tous qu'il y a pas mal d'effets pervers aussi qui sont là. Et donc, ces effets pervers, il faut pouvoir les anticiper et les gérer. Il y a en réalité des transformations profondes à mener. Sur le slide suivant. La première transformation est la transformation digitale. Elle était déjà bien à l'œuvre, déjà bien avancée, et c'est cette transformation digitale qui a permis aux organisations de continuer à travailler pendant le confinement. Donc, on est passé d'administration et des données et de gestion de l'informatique très centralisée, très locale, à une gestion dématérialisée, une gestion cloud, et les utilisateurs disposent de laptops, donc peuvent travailler de partout. En parallèle, on a cette transformation managériale qui est probablement beaucoup moins entamée et souvent moins consciente dans sa nécessité, dans la mesure où à partir du moment où les gens travaillent à distance, on ne gère pas à distance comme on gère localement.
on perd ce qu'on appelait le contrôle visuel. Et donc, il faut abandonner cette gestion peut-être un peu désuète pour, pour bénéficier de cette fantastique opportunité de mettre en place des nouveaux modes de gestion beaucoup plus motivants avec le principe d'autorité distribuée, voire d'organisation d'entreprise opale, et surtout fonctionner avec de la gestion par objectif, par la responsabilisation. Ça, c'est une transformation qui n'est pas automatique, c'est une transformation qui n'est pas naturelle et qui va nécessiter l'engagement et la mobilisation du management et du top management dans les organisations. Et puis, au milieu, on a cette transformation workplace, cette transformation de l'environnement de travail qui doit également s'accomplir ou se perfectionner. Là, on va passer des espaces de travail très centralisés, avec des espaces attribués, et avec un télétravail marginal, à un télétravail qui devient général sans être constant, bien entendu, avec des espaces qui vont être beaucoup plus partagés, collaboratifs et attrayants. Si les gens viennent au bureau 1 ou 2 ou 3 jours par semaine, il faut que ce soit une expérience réussie. Ce n'est pas pour venir se concentrer dans un bubble. Ça, ils peuvent désormais faire chez eux, en tout cas pour la plupart. Et, et donc, il faut avoir des espaces beaucoup plus collaboratifs. Donc, on va avoir une réorganisation des espaces de travail dans les bureaux. Et on va pouvoir imaginer aussi des redistributions des lieux de travail des entreprises. Pourquoi concentrer 3 ou 4 000 personnes dans des tours, dans des centres-villes qu'il faut rejoindre après 1 heure dans 1 heure de travail, 1 heure de navette pardon, et 1 heure pour retourner. Donc les temps de travail, les temps d'accès au travail, et qui est un problème qui peut être globalement levé. Et donc on va pouvoir redistribuer ces bureaux de manière beaucoup plus géographique. Et c'est un autre enjeu qui va apparaître. On peut passer au slide suivant. En parallèle, on est donc face à de multiples changements, mais aussi avec des inconnus qui sont multiples aussi. Par exemple, combien de jours de télétravail par semaine va-t-on s'accorder ou va-t-on définir au sein des équipes? Est-ce que ça va être la même règle pour tous? Comment réorganiser les espaces, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, entre les différentes typologies qui sont envisageables? Comment aussi anticiper les flux d'occupants? Si tous les occupants viennent travailler le mardi et le jeudi, comme on l'observe dans la tendance, je dirais, naturelle, alors on ne va rien gagner en termes de flexibilité au niveau de l'espace et on va toujours avoir besoin des mêmes capacités. Et donc, à quelle proportion d'espace vais-je réellement pouvoir renoncer? Ça, c'est des questions très, très fréquentes. Et puis, comment va-t-on faire pour attirer les gens au bureau? On sait qu'un des challenges aujourd'hui, pour la plupart des grandes organisations, est de faire revenir ou de remotiver les équipes pour qu'elles viennent au bureau. Et pour qu'elles viennent au bureau, de préférence ensemble. Si au sein d'une équipe, l'un vient le lundi, l'autre vient le mardi, l'autre le mercredi et le jeudi, on n'a plus de travail en équipe, donc il va falloir organiser tout ça. On a parlé aussi de la réorganisation géographique des bureaux, on vient d'en parler. Et puis, il va falloir aussi ajuster les contrats de service au nouveau contexte et à ces évolutions successives. Les contrats sont là, il faut pouvoir les gérer, les faire évoluer et les gérer sur la ligne et sur la durée de leurs évolutions. Et puis, d'autres questions un peu plus politiques se posent aussi, comme quid de la prise en charge du coût du télétravail dans le chef d'employé, par exemple. Donc, on peut passer au slide suivant. On se trouve donc dans une situation avec des changements fondamentaux, avec des questions multiples. Et donc, les ajustements et les réponses à ces situations vont être successifs. On va y aller progressivement. Et donc, on ne va pas retomber dans une situation stable. On va être en permanence dans l'ajustement et dans la réaction à certains effets. Et donc, notre conseil dans cet environnement qu'on appelle VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et qui ne va plus changer, il va plutôt s'accélérer. Notre conseil est réellement, dans cette période d'instabilité, de disposer de données constamment, des données fiables, incontestables, pour pouvoir préparer des décisions judicieuses et acceptées. Donc voilà
le contexte dans lequel on évolue et nous allons passer à la suite du programme. Je vais céder la parole à Simon qui va faire le point sur les informations que nous considérons essentielles pour préparer ces changements qui sont devant nous. Simon, la parole est à toi. Merci beaucoup, Xavier. Effectivement, on va parler data, parler données maintenant. Je vais commencer tout d'abord par faire une rapide revue ou rappel de la relation un peu de la donnée et de l'entreprise, puisque sur les 20 dernières années, avec notamment l'émergence du big data, on a vu une certaine course à la consolidation, à l'agrégation de données au sein des entreprises. Maintenant, on voit une nouvelle tendance qui se dégage depuis les années 2010-2015, qui est la vélocité de transformation de ces données, données brutes, en informations stratégiques permettant justement de prendre des décisions ou de bâtir des stratégies. Et c'est là-dessus que l'IBV, donc l'Institute for Business Value d'IBM, s'est intéressé sur une étude de 2014, donc qui date un peu, mais la tendance ne fait de toute façon que se renforcer. Donc, la tendance reste la même. Et l'IBV a étudié, a catégorisé les entreprises selon différents groupes, selon leur capacité justement à transformer rapidement la raw data, la data brute, en données pertinentes pour la prise de décision. Ils identifient 4 groupes différents. Le groupe des spectateurs qui représente à peu près 30%, qui eux ne réalisent pas vraiment d'analyse, ont des aspirations pour le faire, mais ne s'équipent pas ou ne se donnent pas les moyens de le faire. Au milieu, on va retrouver le peloton qui, à hauteur de quasiment une moitié, 45%, réalise certaines analyses pour modeler certains de leurs process, mais ça n'est pas systématique. Ce qu'ils appellent les joggers, les coureurs de fond, qui représentent eux une minorité de 14%, qui ont des capacités technologiques d'analyse très avancées, mais qui pour l'instant n'ont pas systématisé leur usage à l'ensemble des processus et des stratégies de l'entreprise. Et enfin, les front-runners, ceux qui mènent un peu la course, qui représentent 10% des entreprises, qui sont ce qu'ils appellent des data-driven companies, qui, elles, systématisent l'utilisation de la donnée, l'analyse de la donnée pour la prise de décision et la construction de leur stratégie. On va donc voir qu'il y a quand même un volant de 60% qui est un peu au milieu du gué, qui a tendance à se réduire puisque de plus en plus se bascule sur le data-driven, mais ce sont des choses, c'est une transition très compliquée à réaliser. Une des premières clés qu'on va mettre en avant, c'est selon nous l'importance de passer du monde data informed, c'est-à-dire la donnée m'apporte de l'information, au monde data centric ou data driven, qui est cette donnée, je l'exploite et je la formate de telle manière à ce qu'elle m'aide à bâtir une stratégie et à prendre une décision. On n'est plus uniquement sur l'opinion, il faut qu'on vienne y adosser des données. Donc après cette petite introduction, je propose de rentrer vraiment dans la transition workplace et les domaines clés qui ont attrait à l'environnement de travail, au pilotage en tout cas de l'environnement de travail. Selon nous, 3 domaines clés. Ce qu'on appelle communément l'UX, l'expérience utilisateur, qui va s'occuper du bien-être des employés, de fournir la meilleure expérience à ces derniers, qui est de plus en plus under the spot, sous le feu des projecteurs ces derniers temps, pour certaines raisons dont a parlé Xavier, le retour des employés au bureau, entre autres, et qui est de plus en plus monitoré. On voit des études de type index Lisman qui permettent de mesurer la qualité de l'environnement de travail qui est mis à disposition des employés, la possibilité de fournir du feedback via des QR codes, via des boutons, les enquêtes en ligne qui se démocratisent. Donc ça, c'est l'espace expérience utilisateur. Ensuite, on a les services qui vont être apportés aux bâtiments ou aux occupants. Il y a de multiples contrats de services qui doivent être gérés avec des données précises qui sont souvent spécifiques à chaque contrat, mais qui sont essentiels pour permettre la création de valeur tout au long du contrat. Ces contrats, évidemment, et ces services contribuent à l'expérience utilisateur et doivent être gérés dans le cadre de cette transformation. Le troisième, qui est celui sur lequel on va focuser aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement, concerne les espaces et leur occupation, évidemment.
Alors pour nous, sur la maîtrise de ces espaces et de cette occupation dans le cadre de la transition workplace, il est important de coordonner 3 stratégies. Ces 3 stratégies, la première de ces stratégies, c'est la stratégie métier. La stratégie métier, c'est celle qui va définir combien de personnes sont nécessaires et quelles sont les compétences nécessaires à la réalisation de la mission de l'entreprise au quotidien. Ça va nous donner une première métrique, une première donnée qui est le nombre de personnes qui composent l'entreprise. La deuxième stratégie qui va devoir s'adosser à cette première, c'est la stratégie workplace. Quel environnement de travail va être mis en place pour permettre à ces personnes au sein de l'entreprise de réaliser leur mission. Quelle occupation je vais avoir au sein des environnements de travail mis à disposition. Donc là, on va parler de full-time user, donc les occupants temps plein. Ça va être une métrique qu'on va vouloir suivre. La troisième stratégie, c'est la stratégie immobilière. Évidemment, on a des personnes qui sont ou pas des occupants avec un certain ratio, et ben, il faut leur mettre à disposition des postes de travail ou ce qu'on appelle des work points, des endroits en tout cas pour travailler. Et ces endroits nécessitent des mètres carrés. Et c'est donc bien tout cela qui compose la stratégie immobilière. Ce qui nous semble important, c'est que la coordination de ces stratégies, elle ne va pas être évidente parce qu'elle fait intervenir de nombreux organes de l'entreprise. La stratégie métier a une grande part de responsabilité au niveau des ressources humaines pour la mise à disposition des compétences dans le volume attendu pour réaliser encore une fois la mission de l'entreprise. La stratégie workplace, évidemment, est portée par le workplace manager ou facility manager qui va s'occuper à mettre en place l'environnement de travail partagé ou attribué, son organisation, le taux de télétravail, les services apportés aux occupants. La dernière stratégie intéresse fortement et va être pilotée à assez haut niveau par la partie financière. On va le voir un peu plus loin en détail, l'impact financier de cette stratégie-là sur l'ensemble. Évidemment, la stratégie immobilière et donc les mètres carrés vont avoir un impact sur la capacité financière du groupe. Ce qui est primordial, c'est que ces 3 stratégies s'accordent pour favoriser une transition workplace dans de bonnes conditions et évidemment tout ça dans le cadre de la vision qui est fixée par la direction générale. On va focaliser plutôt maintenant sur la stratégie workplace et donc le FTU, puisque la complexité de cette stratégie est agrandie, est augmentée par ce que disait Xavier, le côté nettement plus volatile, nettement plus liquide de ces flux d'occupants. Et donc, si on focalise un peu sur cette partie stratégie workplace, il y a un challenge, clairement. Les espaces partagés et le télétravail se démocratisent, ça ouvre de nouvelles opportunités et de nouveaux challenges. L'opportunité évidente, c'est d'être capable de réduire le nombre de postes de travail. On passe d'un monde où on avait 1,1 poste de travail par employé, par FTE, à un monde où on peut tendre à 0,8, voire 0,7. Mécaniquement, cela peut avoir un impact sur l'espace et aller jusqu'à une réduction d'espace de 40%. Les challenges qui sont adossés à cette opportunité sont le besoin de constamment gérer l'incertitude quant à l'utilisation de l'espace. En effet, il y a 2 données primordiales si on veut être capable de gérer cette incertitude. Ce sont ce qu'on appelle les pics, à quel moment j'atteins le maximum d'occupants au sein de mes bâtiments, et l'évolution des besoins d'espace, quelles sont les demandes qui fluctuent dans le temps. Et il est nécessaire de maîtriser ces 2 aspects-là si on veut être capable d'aboutir à cette réduction d'espace et de réussir cette transition. Puisqu'on parle d'espace, on va regarder rapidement quel est au final l'impact, quelle est la structuration du coût d'occupation, puisqu'on est en train de parler de réduire le nombre de postes de travail. Si on veut mesurer les impacts que ça a, et notamment sur la stratégie immobilière, il est intéressant de savoir comment se structurent les coûts d'occupation. Sur les diagrammes que vous voyez, on s'intéresse ici uniquement à un scénario locatif. Sur le petit donut de gauche, vous avez une représentation de la répartition des coûts du FM d'occupation dans les régions à faible loyer. Là, on va considérer que le poste de travail coûte entre 3 et 4 000 euros par an.
Sur le donut de droite, vous avez également la répartition des coûts FM, mais dans des régions à loyer élevé. On va plutôt être là dans les grandes capitales européennes, Paris, Bruxelles, où là, le poste de travail va coûter grosso modo entre 8 à 15 000 euros par an. Ce qui est important, ce qu'on constate dans les deux cas, et c'est encore plus frappant évidemment sur le deuxième cas, donc les régions à loyer élevé, c'est que le coût est drivé à 75% par le mètre carré. Donc la proportion d'impact de la donnée mètre carré sur le coût est extrêmement importante. Et donc ça va être notre deuxième clé, c'est que selon nous, le mètre carré est le premier levier d'économie et il doit donc être maîtrisé et pris en compte dans l'ensemble de nos analyses. On va justement faire une petite simulation très rapide et assez simple qui a le mérite de démontrer cette possibilité d'économie. Donc si on prend une entreprise de 1000 personnes qui a un coût du poste de travail de 8 000 euros par an, en configuration traditionnelle, avec un télétravail donc inférieur à 10%, 1,2 postes de travail par employé, on a un coût d'occupation mécaniquement qui arrive à 9 600 000 euros. Sur la cible, une nouvelle configuration, un télétravail d'environ 40%, 0,75 postes par employé, on arrive à un coût d'occupation de l'ordre de 6 millions d'euros. C'est de facto une réduction du coût d'occupation de 38%, sachant que ce coût est le deuxième ou troisième coût après les salaires pour l'entreprise. Ce qui nous semble important de mentionner, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attache auprès de nos clients en termes de conseils, c'est que ces économies, elles ne doivent pas être uniquement financières, elles doivent être réinvesties en partie dans l'amélioration de la qualité de l'environnement de travail. On l'a vu tout à l'heure, je vous rappelle les trois domaines clés. L'expérience utilisateur va être un élément clé dans cette transformation et dans cette transition. Et bien, cette économie qui est réalisable ici doit permettre d'améliorer cet autre élément clé. Non négligeable, un corollaire de ces économies d'espace, c'est l'économie en empreinte carbone, en émissions de CO2, qui peut être quantifiée de l'ordre de 38%. Et donc, c'est énorme également. Et on sait à quel point c'est une préoccupation importante des entreprises et de tout un chacun aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on a vu un peu les données, les différents coûts, enfin, en tout cas, la répartition des coûts, le challenge de la maîtrise de l'occupation, essayons de réfléchir à quelles sont les sources de données qui sont disponibles pour venir nous aider dans ces analyses. Donc, si on reprend l'équation de tout à l'heure, concernant la stratégie métier, il y a une source, enfin, quelques sources qui sont déjà très présentes et très fiables, le département HR, les systèmes IT et sécurité, dans une moindre mesure les IWMS, donc les Integrated Workplace Management System, aidant à la gestion des espaces et de leurs occupants, peut donner une information sur ce compte d'employés. La stratégie immobilière, à l'opposé, va, elle, être soutenue par tout ce qui est modélisation des espaces. Donc, on va retrouver tout ce qui vient des technologies CAD, BIM, que ce soit de la modélisation 2D ou de la modélisation 3D via des modèles, des maquettes des bâtiments. Leur incorporation au sein d'IWMS encore permet également de venir compter les postes et les matérialiser et avoir une maîtrise du nombre de postes et du nombre de mètres carrés. Évidemment, là où ça se complique, c'est sur la partie occupante, donc la stratégie workplace, où l'information est moins évidente actuellement, en tout cas, on pourrait le croire, moins évidente à obtenir. Alors, qu'est-ce que le marché propose actuellement pour venir gérer cette information, la maîtriser, la connaître? Alors, il y a de nombreuses choses, on en voit des nouvelles qui émergent régulièrement. Les audits manuels ont toujours cours. Les technologies RFID fonctionnent également. On a de la triangulation Wi-Fi, les lecteurs de badge, les capteurs. Voilà, il y a quantité de propositions sur le marché. Et ce qu'on aimerait partager avec vous, c'est une étude qui a été réalisée par Ashoka, qui est l'un des plus grands cabinets d'architecture et d'ingénierie américains, qui s'est attaché à étudier les moyens qui étaient mis en œuvre par les entreprises technologiques, donc vraiment des précurseurs, hein, puisque assez avancés sur ces aspects-là, pour mesurer les occupations, les flux. Il y a
deux éléments qui nous semblent très importants de mentionner. Le premier, c'est que déjà 82% de ces entreprises, Sacha, est-ce que tu peux passer juste voilà, merci. Pour que les gens puissent voir, 82% de ces entreprises font effectivement de la mesure d'occupation. Donc, c'est une énorme majorité qui réalise, ça confirme bien l'intérêt et l'importance de cette information dans le cadre de la stratégie workplace. Ce qui semble important et qui émerge de cette étude également, c'est que sur ces 82%, seulement 13% utilisent des capteurs. Et c'est assez différent de ce qu'on pourrait croire ou des idées reçues qu'on pourrait avoir avec l'opinion que le capteur va venir répondre à toutes les problématiques. En revanche, on note que 56% s'appuient sur des données badge ou des données IT pour faire cette maîtrise et cette gestion de l'occupation au sein de leur bâtiment. Donc maintenant, sur toutes ces données, toutes ces sources de données, next please Sacha, ce qu'on va faire dans la suite, c'est s'attacher surtout à ce que peut nous permettre les données badge, qui ont un avantage non négligeable sur les autres acquisitions de données, et ce sera notre troisième clé, c'est d'être des données existantes. Elles ne nécessitent aucun déploiement de système additionnel, elles sont présentes dans la grande majorité des entreprises, et donc peuvent fournir déjà une information très pertinente pour ces mesures d'occupation. Je te rends la main, Claude. Merci Simon. Merci Simon.